Bienvenue à tous et merci d'être là à notre séminaire sur l'écriture de la pensée. Bruno, Clément et moi-même, nous sommes très heureux donc d'accueillir Jean Clay Martin aujourd'hui. Jean Clay, moi je le connais depuis longtemps, depuis que nous avons partagé une belle expérience au Collège international de philosophie, où il a mené une recherche pendant 6 ans. Et je dirais que pour caractériser Jean Clay, je crois que c'est un des philosophes les plus singuliers et les plus inventifs du paysage, si on peut dire comme ça, philosophique français. Je ne sais pas où Jean Clay trouve cette énergie, mais il écrit tout le temps et il ne se répète pas. J'ai l'impression que chaque année un livre. En tout cas, il a une trentaine de livres à son actif, ce qui signifie qu'il a commencé très tôt ou qu'il dort peu. Et il écrit aussi bien sur sa famille philosophique, c'est-à-dire les postmodernes. D'ailleurs, son dernier livre, le plus récent, donc aux éditions Quimet, s'appelle « Faut-il brûler les postmodernes ?» On se doute que non. Et parmi ces postmodernes auxquels il tient et dont il nous rappelle la mémoire, il y a bien sûr Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Michel Foucault, et puis, je dirais au premier chef, même si le chef ne lui convient pas, Gilles Deleuze, qui a particulièrement marqué la pensée de Jean Clay Martin. Gilles Deleuze, dont je rappelle qu'il a préfacé le premier livre de Jean Clay. Je disais, oui, que Jean Clay est très inventif et il peut aussi bien écrire sur la question de l'œil et plus précisément de la peinture. Il s'intéresse aussi à des peintres. Il a écrit sur Van Gogh, mais aussi des peintres contemporains. Et je pense notamment sa proximité avec François Rouen. Mais Jean Clay, comme généralement ceux qui sont passés par le collège, ils font de la philosophie et à l'intersection. Donc, il s'intéresse aussi bien à philosophie et peinture que philosophie et littérature. Il a écrit sur Borges, mais aussi sur la science-fiction. Et puis, récemment, il a écrit un livre sur le cinéma, mais à la différence de ceux qui écrivent sur comment dirais-je, des cinéastes consacrés par le milieu intellectuel, eh bien lui, il a écrit sur Ridley Scott, et le monstrueux chez Ridley Scott. C'est dire que Jean Clay est quelqu'un qui se déplace beaucoup dans la pensée, qui suit des lignes de fuite, comme on pourrait dire dans le langage deleuzien. Il a fondé un site de philosophie qui s'appelle Strass de la philosophie. Donc, vous pouvez comprendre d'ores et déjà, si vous ne le saviez pas, que Jean Clay est un philosophe, alors je dirais éclectique, mais le mot a mauvaise presse, donc on va dire plurivers, c'est un philosophe plurivers, ou dans son langage récent, un weirdo, il est weird, il est bizarre dans le paysage. Alors aujourd'hui précisément, il va nous parler de weird philosophie. Il nous a annoncé donc une intervention qui s'appelle l'œuvre impubliable, consacrée donc aux figures bizarres de la philosophie et à travers l'errance des tentations infréquentables de l'auteur. Donc nous sommes très heureux à travers toi, Jean Clay, de fréquenter ces personnalités bizarres de la philosophie, philosophes ou non philosophes. Bienvenue, Jean Clay. Merci François et Bruno. Je vous remercie tous les deux pour cette invitation et cette belle présentation que tu fais de ce qui constitue bien pour moi l'écriture de la pensée. C'est ici l'intitulé même du séminaire. Et donc, je vous remercie évidemment pour tout ça. Alors, l'écriture de la pensée, elle n'est pas nécessairement liée à sa diffusion ou à sa publication, du reste. Ça n'a rien à voir initialement, me semble-t-il, avec l'espace public susceptible de l'accueillir. L'écriture peut se faire sur le mur d'une prison, d'une cellule, un tag au titre d'une révolte, peut-être, voire sur un arbre à l'écorce lisse comme du papier. Est-ce qu'on me perçoit bien au niveau du son, ça va?
Bien. Alors, je dirais donc, pour Très bien, commencer, très qu'il y bien. a en toute chose une écriture vitale. Cette écriture, elle est lancée en une impulsion un peu instinctive sans doute à sa naissance, quelque chose comme une espèce de... Alors, je lance le mot prototype, je risque le mot prototype. Il y a un prototype en toute chose, parce que la pensée ne peut voir le jour que par effraction. Dans la hâte d'une première écriture, d'un premier jet, voire d'une note marginale. Enfin, alors, le premier texte que j'ai risqué pour ma part, sous la forme d'une thèse, dans son écriture même, n'avait pas à se poser la question de la publication. Ce n'était pas du tout, pour moi, le propos. Sa rédaction était, disons, celle d'un thésard, thésard que j'ai été pour un jury. Il y avait notamment Badiou, Macheret, Scherer, disposés donc à lire les passages stratégiques qui formaient les enjeux de cette écriture. Alors, une recherche, bien sûr, c'est d'abord quelque chose qui se produit dans une espèce de labyrinthe, une bibliothèque. Enfin, je crois en tout cas que mon premier rêve aurait été très franchement que ce livre ne figure que dans le fond d'une grande bibliothèque universitaire ou nationale. Enfin, quelque chose comme un nom sur un index qui soit tout de même consultable, disons, pour être franc. Retenu peut-être dans la mémoire du monde, comme l'entendait Hegel par le concept, enfin, assez difficile à traduire, d'Aufhebung. Hein. C'est ensuite seulement que j'ai contacté Payot pour prendre en charge l'édition dont je trouve bien sûr qu'il s'agit d'un heureux dénouement. Enfin, je ne vais pas renier le fait que je publie des ouvrages, mais enfin, le milieu de réception aura donc d'abord été l'université, une université qui manquait peut-être à ce moment-là de véritables relais, enfin, souvent assez peu soucieuse finalement de créer l'espace public de ces échanges, du moins pour qui concernait la philosophie. Alors, sorti de cet espace un peu cryptographique ou un peu fantasmatique, par exemple celui de la BNU de Strasbourg, la bibliothèque universitaire, on peut bien imaginer qu'il y avait pour ma thèse des suppléments. Enfin, je n'ai pas tout publié de cette thèse et j'ai sans doute imaginé d'autres chapitres qui n'ont jamais été écrits. Voilà, ce sont des chapitres restés à l'état de projet. Par conséquent, non publiés, écrits de manière tout à fait fragmentaire. Alors, si le type du projet est compris bien sûr comme la frappe d'une idée, puisque je parlais de prototype, il faut reconnaître que sa forme première se produit d'abord selon un souci plutôt schématique, enfin, une tentative proche de l'inspiration, de la révélation ou carrément de l'impossible. Un peu comme les dessins de Valérie dans les marges de ses cahiers qui n'ont de sens sans doute que pour lui. Alors, le prototype, c'est un peu ça. Le prototype, il est placé avant le type en tant que typologie, en tant que frappe. Là, on est dans le proto. On est dans ce qui marque une espèce de précédence, mais qui, à la différence de l'archétype, ne vaut pas comme une origine absolue. Hein. Je ne m'intéresse pas du tout à l'origine, disons. Nous n'avons pas d'archétype à chercher, tant ces derniers se placent au fondement. Ils sont toujours déjà là. Alors moi, je ne suis pas partisan d'une philosophie de l'origine, ni du fondement, parce que la pensée s'adresse, me semble-t-il, justement à ce qui n'est pas du tout fondé, à ce qui n'est pas encore là, à ce qui manque, à ce qu'il faut créer, parce que rien n'est fondé. Il s'agit seulement d'une espèce de schéma, d'un schème, un schème qui n'est déjà plus du tout à fait, en tout cas, voilà, ce n'est pas tout à fait une abstraction de l'entendement, même s'il n'y a pas encore d'intuition bien dégrossie pour l'accueillir. Le prototype avait un préalable philosophiquement parlant dans un texte de Diderot. Diderot parlait de prototype et j'y viendrai en fin de cette intervention sans doute.
ça avait donné, en tout cas, le prototype avait donné à Diderot, qui est toujours très intelligent dans sa façon de procéder, l'occasion d'un petit texte sur une philosophie de l'interprétation qui est assez juste dans sa manière de faire voir comment bouge un concept. Alors, en ce qui me concerne, il y a quelque chose d'abord, avant que j'écrive quoi que ce soit, quelque chose du croquis mathématique ou hiéroglyphique. Deleuze appelle tout ça un diagramme. C'est une forme d'inscription qui est ouverte sur plusieurs axes, deux au moins, comme le laisse entendre le dia de diagramme. C'est le premier jet qui suppose une abscisse, une ordonnée pour ouvrir un plan. Alors, bon, des prototypes de ce genre, il me semble que Derrida, qui a toujours été très soucieux assorti de précautions qui lui faisaient dire qu'il fallait bien chercher par là, mais que ce n'était pas fait. Enfin, il me semble que Derrida également cherchait à retrouver dans un système philosophique les prototypes qui sommeillaient au fond dans les marges. Par exemple, dans les marges de l'œuvre de Kant, son souci à Kant, c'était parfois d'étranges tulipes ou encore les antennes de certains insectes qui ne rentraient pas vraiment dans le cadre de l'esthétique transcendantale qui était adressée par Kant à la communauté scientifique de son temps. Bizarre, en tout cas, ce nom d'esthétique transcendantale, du moins à l'époque. Et entendre sa bizarrerie aujourd'hui, évidemment, suppose un travail que Derrida avait entrepris autour de Kant, au moment, certes, où la formule ou la formulation kantienne a été usée par de nombreuses traductions, par des exégèses, par des interprétations multiples qui l'ont un peu fatigué. La déconstruction, du coup, m'intéresse. La déconstruction m'intéresse en ce sens pour les bords qu'elle explore, plus que par souci de détruire un système, chose qui n'a jamais été la volonté de Derrida. La déconstruction, pour moi, ce n'est pas ce que Heidegger avait appelé une espèce de démolition de la métaphysique. Et donc, il me semble que Derrida ne cherchait pas du tout la destruction, mais de manière assez différente. Et dans le sillage de Derrida, j'ai beaucoup cherché justement ces parasites, les parasites dans l'œuvre de Kant, pour parler de Kant, mais c'est vrai aussi les parasites dans l'œuvre de Hegel. Du coup, d'autres modes d'intuition, d'autres esthétiques, notamment les manières de devenir top ou les manières de devenir cafard. Enfin, j'ai quand même relevé déjà dans ma thèse variation un certain nombre d'intrus dans la critique de la raison pure. Et donc, laisser écrire le cafard, comme on le voit également dans l'œuvre de Kafka, qui peut évidemment s'entendre tout à fait autrement. Je veux dire, ce cri-là du cafard suppose une toute autre esthétique transcendantale, sachant que l'esthétique transcendantale est précisément ce qui nous permet d'entendre, de percevoir ou de saisir un cri dans l'espace et dans le temps. Alors, entre les deux, entre Kant et Kafka, il y aurait cette fonction K, enfin disons, bien sûr, il n'y a pas de lien direct, et je donne comme en vrac mes exemples, mais on peut dire schématiquement qu'il y a chez Kant, deux formes d'intuition. Il y a l'intuition intellectuelle du Dieu, omniscient, un peu comme chez Kafka, celle du Père, et puis on a l'intuition finie, celle de l'homme, du Fils, qui ne connaît que la réceptivité. Mais entre l'intuition finie de l'homme et l'intuition infinie d'un Dieu supposé, il semble qu'il y a des degrés, qu'il y a des nuances, et que entre les deux, c'est d'autres espaces à notre temps que le cafard, justement, nous propose des formes de réception qui perforent, d'une certaine manière, l'intuition kantienne et qui vient ajourner les formes a priori de la sensibilité que sont l'espace ou le temps. Espace
espace-temps du cafard, ce serait quoi alors sous ce rapport? Et je crois que la déconstruction, en fait, n'est pas autre chose qu'un moyen de retrouver dans les figures déjà déterminées d'un système des paradigmes étrangers qui ont une présence virale, disons, et qui sont finalement dérobés, qui vont faire retour ailleurs, qui vont faire retour par d'autres voies. C'est ça la déconstruction. La question serait combien de Kant possible se cache finalement sous Kant adopté par la tradition ou à travers son exégèse. Je crois qu'on a très mal compris la déconstruction en demandant à Derrida, par exemple, s'il y avait de l'indéconstructible dans son œuvre. Ce n'est pas du tout son problème. L'indéconstructible, on ne voit pas du tout l'intérêt de cette conceptualité-là. Ce serait comme lui demander s'il n'y avait pas, et pourquoi pas, de prothèse, en effet, dans son travail. Et ce serait encore oublier tout ce que Derrida fait du prothétique, justement. Prothétique qui n'est pas si loin, cette prothèse, de ce que j'appelais prototype en guise d'ouverture. Bon, alors, l'indéconstructible qu'on lui oppose souvent n'est évidemment pas du tout sa question, c'est une question plutôt de théologien. Enfin, des théologiens par lesquels son œuvre s'est malheureusement laissée capturer un peu. Phénoménologue ou théologien dont il est très curieux de saisir la récupération qui s'est imposée également à Husserl lui-même, à Husserl que Derrida, lui, avait lu d'un autre bord que celui de la chair, par son écriture justement, et notamment par sa traduction, par les figures proto-géométriques dans l'œuvre de Husserl, notamment de l'origine de la géométrie qui constitue le premier texte que Derrida non seulement traduit mais va lire en tant que philosophe. Et si je prends mon propre travail dans une espèce d'auto-analyse déconstructrice, non pas du tout pour détruire l'objet ou pour pulvériser les textes, mais pour trouver ses ramifications. Il y aurait partout encore mieux que des prototypes chez moi, mieux que des prototypes, sans doute des avatars. Il est certain que les livres que je consacre, par exemple à Van Gogh ou encore au Moyen-Âge, constituent des chutes de ma thèse. Ce sont des rushs, ou en tout cas des déchets qui font un curieux retour vers ce que je voulais faire, par exemple du Moyen-Âge, lui qui, dès le départ, n'est qu'avatar, qui n'existe qu'en tant que fiction d'historien. Il s'agit en effet d'un régime de fiction pas très différent de la science-fiction. Hein. Le Moyen-Âge, ça n'existe pas. Enfin bon, j'y cherchais en tout cas, sans la trouver, une pensée médiévale. Une pensée médiévale entre l'Antiquité et la Renaissance. Peut-être justement une autre esthétique que j'avais nommée ossuaire. Bon, ça commence quand même de façon assez bizarre. Ça commence mal, on dirait, un bizarre qui prime, pour reprendre le concept de Baudelaire. Hein. Baudelaire, souvent, effectivement, fait référence au bizarre dans l'ordre de la poésie. Alors, on peut bien trouver quelques avatars entre ces deux âges, l'Antiquité et la Renaissance, du moins des essais, des tentatives civilisationnelles que j'ai explorées comme jamais personne ne l'avait entrepris, me semble-t-il, dans un livre tout de même assez long qui est aujourd'hui épuisé, que je vais peut-être reprendre un jour dans un autre format, chez un autre éditeur. Enfin, de toute manière, un âge comme le Moyen-Âge est un problème qui n'a pas de limite réelle. Ça ne veut franchement rien dire, une pensée médiévale, ça n'a jamais existé. On peut donc revenir à ce mot médian, médiéviste, ou à cette médiation entre les âges du monde de manière deleuzienne. Médiévale est une pensée médiée par le milieu, au milieu, entre deux pavés, entre deux briques, notamment celle d'une basilique romane, avec des inscriptions que j'ai cherchées dans les cryptes et sur les murs des basiliques.
non sans y lire, évidemment, la ritournelle propre à l'Occident, ses déambulatoires. Bref, je ne sais pas si le mot prototype convient, puisque finalement, il ne se réalise, pour ainsi dire, jamais, alors que là, le livre a quand même eu lieu. Ce serait plutôt un rêve qui nous accompagne sans cesse pour nous donner la force de poursuivre l'irréalisable. J'ai par exemple dans mes tiroirs un avatar qui me hante, un travail sur Riemann que je n'ai pas encore fait, qui ne sera peut-être jamais autre chose qu'un essai, mais alors au sens le plus prosaïque du terme, je dirais plutôt un raté, ou de manière plus positive, une fiction, un idéal qui fait tenir encore l'embarcation qui est la mienne. Parce que, bien sûr, dans tout ce qu'on écrit, il y a des suppléments, des restes, des reliques qui insistent un peu comme une obsession. Alors pourquoi on fait tout ça? Pourquoi toutes ces traces? Pourquoi tous ces écrits d'ailleurs? Certainement pas initialement pour les publier, du moins jamais au départ. Il s'agit plutôt d'une obsession qui fait retour vers d'étranges hiéroglyphes du passé, vers des boîtes à outils qui n'ont pas été livrées et qui relèveraient de ce que Philippe Cadic appelle un temps orthogonal. Alors, je vous parle de Philippe Cadic parce que c'était vraiment très nouveau et d'une certaine manière, chez lui, ça s'est passé, ça s'est produit à l'ombre du public, sous médicaments très souvent et dans des délires mystiques dont l'écriture n'avait pas en vue un quelconque succès. Sans doute était-ce pour dire qu'il y a quelque chose hors du temps, un autre temps, ou en tout cas pas de temps du tout, parce que l'orthogonal, l'expression d'ailleurs est de Philippe Cadic, hein, n'a rien de cardinal ou d'ordinal, ni même de successif, comme serait la suite des nombres. Non, orthogonal renvoie plutôt à des ensembles qui interviennent comme les tiroirs hein, d'une boîte, d'un bureau, disons, les tiroirs d'une boîte à outils, dans l'obsession de l'écriture pour tracer un chiasme sur un plan de débris, sur un plan de manuscrits, enfin, qui sont toujours à l'état de projet ou de prototype, voire de nouvelles. Alors, une espèce de futur pour lui, hein, dans le présent, un présent du futur plus important que notre survie et qui le pousse à faire un peu comme Valérie, dont je parlais tout à l'heure, à écrire le soir des cahiers pour une région qui n'a rien à voir avec la séduction d'un public. L'écriture ne mène pas vers ne mène pas vers une librairie nécessairement, mais vers d'étranges paysages où l'on ne revient pas tout à fait indemne. Et c'est sans doute le cas de ces énormes notes en plusieurs volumes qu'il nomme l'exégèse et qui ressemble à quelque chose que Valéry avait produit lui aussi de son côté pour ses cahiers dont la publication a été très problématique pardon, et très tardive. Donc, je reviens à cette écriture orthogonale qui n'a jamais été livrée en tant que livre pour une librairie et qui était souvent tracée par retranchement, par schéma, bien avant la publication d'un ouvrage. Des schémas, des schèmes qui refont surface plus tard, qui reviennent pour des textes qui ne s'adressent sans doute pas vraiment à quelqu'un d'autre que soi-même. Je me souviens que j'étais étonné des pensées de Marc Aurèle qui s'adressaient à personne d'autre qu'à lui-même. Et encore, Sénèque, les lettres à Lucilius, c'est quand même quelque chose de tout à fait intime et je ne crois pas que le genre épistolaire ait été pour lui à ce moment-là quelque chose de particulièrement littéraire, pas plus d'ailleurs que les pensées de Marc Aurèle. Marc Aurèle ayant été un empereur qui n'avait absolument pas besoin d'un procédé littéraire pour être accueilli par un empire. Alors, ces prototypes dont je parle depuis un moment, ces schémas, se trouvent contrariés évidemment par des interludes.
il y a toujours quelque chose à faire qui repousse leur réalisation. Ici, un article, là, un jury de thèse ou encore une conférence quand ce n'est pas une commande. Alors, 100 mots pour jouir de l'érotisme, c'est un ouvrage que j'ai rédigé, évidemment, et ça, c'est un de mes ouvrages dont un éditeur avait à faire quelque chose. Enfin, c'était vraiment une commande, une affaire de marketing pour sa circulation dans un espace public. 100 mots pour jouir de l'érotisme. On le comprendra par le titre que je n'ai pas choisi et qui était celui d'une collection. 100 mots pour. Bon. Alors, je pense que les collections, je pense que les labels sont des espaces qui viennent parfois s'aborder l'écriture de la pensée. Non pas que je renie ce livre, bien sûr, j'y ai tout de même glissé le mot jouir. Un mot donc jouir qui a fait rougir un peu des attachés de presse. Mais enfin, dans sa forme un peu commerciale, il transpire des prothèses qui n'y sont pas vraiment directement lisibles en tant que telles et qui devraient y figurer, mais qu'on va retrouver autrement ailleurs, dans le corps de l'empreinte, un autre ouvrage écrit en même temps, en parallèle, et dont François Nudelman avait d'ailleurs fait la préface avec un autre François Rouon, pour l'illustrer. Et c'est un texte qui était tout de même resté, je dirais, dans un tiroir sans raison éditoriale, sans aucune nécessité de rencontrer des libraires, même s'il y a eu une présentation, et François était là, à la librairie des Puffs quand elle existait encore place de la Sorbonne. Bon, alors le corps de l'empreinte est un de mes ouvrages qui ne doit son existence qu'à un miracle de la pensée et de l'édition, d'abord le Collège international de philosophie, et puis ensuite un petit éditeur comme Kimé, auquel d'une certaine manière j'ai donné certains de mes prototypes ou de mes négatifs, parce que bon, le mot négatif me plaît autant que prototype, parce que tout est là déjà, mais dans l'attente d'être développé. Le négatif au sens photographique, ou au sens que Hegel donne à ce terme, d'autant qu'il s'agissait d'un livre sur le travail photographique, mais en même temps d'une présence en empreinte, d'une réflexion sur la trace qui fait l'essence du présent, qui fait son instantané. L'instantanéité d'une effraction vers un monde qu'il faut lire, qu'il faut décrypter par une formule quasi mathématique ou algébrique en tout cas. J'ajouterais peut-être un autre impromptu de ce genre, publié au PUF, au titre tout à fait hors des principes de correction exigés par le marketing. Je veux parler du plurivers. Bon, au SUR plurivers, on est quand même dans quelque chose de tout à fait étrange, à quoi on pourrait ajouter une intrigue criminelle de la philosophie ou enfer de la philosophie pour donner le ton. Alors, je n'ai pas besoin d'inventer une catégorie particulière pour parler de cette philosophie bizarre. Les titres parlant eux-mêmes d'une sorte d'étrangèreté, ou en tout cas de pliage, d'origami qui sont comme sauvés d'un tiroir au fond d'un garage. Philippe Cadic pratiquait d'ailleurs une philosophie de garage. C'était un étudiant en philo, hein, et il n'a jamais fait autrement que la philosophie dans un garage, dans la tourmente d'une pensée qui s'écrit d'abord pour elle-même, qui s'écrit mal, qui touche à un problème difficile à communiquer. L'ambiance des garages, des ateliers, où trônent quelques vieilles bandes dessinées, ou d'anciennes revues comme Pilote, Tintin ou Métal Hurlant, c'est pas mal hein, pour la philosophie, ce genre de réduit. Alors, je lisais à ce moment-là, justement, au moment de Plurivers, je lisais quelque chose qui a à voir avec le garage, sinon je ne parlais pas de ce garage. Je lisais à ce moment-là Le Garage hermétique, qui est une BD de Möbius alias Giraud, qui avait rendu possible les décors de Blade Runner. Il avait rendu possible les décors de Blade Runner et bien d'autres films. Möbius est beaucoup plus connu à l'étranger qu'en France, évidemment. Hein. C'est le dessinateur de Blueberry, mais Möbius est quelqu'un qui
extrêmement important aux États-Unis pour tout le travail réalisé au niveau du décor filmique. Et donc, c'était un peu le garage hermétique qui venait d'être accessible à ce moment-là en librairie, qui m'a donné à penser à Plurivers. Et qui est sans doute quelque chose tout aussi bizarre qu'Ossuaire, qui n'est pas d'emblée un titre très, très intelligible, assez peu compris, je crois, enfin, et qui s'est imposé à moi dans les années 90. Mais ce concept de plurivers, de toute manière, existe dans un diagramme déjà que William James avait entrevu et bien d'autres encore en cherchant bien. Certainement que dans la bibliothèque de Babel, telle que Borges l'a imaginée, on trouvera quelques variantes qui forment son prototype, quelques variantes qui forment un imprimé irréductible à un album attractif, irréductible même à un travail éditorial ou à des recensions que le corps de l'empreinte n'aura d'ailleurs pas réellement trouvé. Je crois que Houellebecq avait quand même réagi à Plurivers dans une réponse à Aurélien Bélanger pour s'en amuser le soir avant son élection au Goncourt et dire que c'était de la science-fiction. C'était sur un site à l'époque qui se nommait Le Ring, c'était un site de Houellebecq, et le texte a disparu. Du coup, il s'agit d'un prototype virtuel qui était effacé sans doute par Bélanger. Et finalement, ils n'avaient pas tort. Pour ce qui relève de la SF, c'était tout à fait vrai, même s'il ne s'agissait peut-être pas d'un compliment de leur part. Alors, je disais juste à l'instant qu'il s'agissait d'une espèce de négatif au sens hegelien, mais fiction, science-fiction me va très bien également. Je crois d'ailleurs que nous entrons avec la SF, la science-fiction, dans une phase de l'écriture qui se place sans doute après la littérature bourgeoise. Une écriture de poche qui cherche son mode d'expression dans le livre de poche, qui a trouvé dans le livre de poche son destin, si je puis dire, ses essais dont l'insistance a quelque chose de surprenant. Une insistance qui fait qu'un auteur obstiné n'abandonne pas, qu'il s'ouvre à une forme de philofiction, laquelle, loin de dévaloriser une écriture, en indique ses phénotypes. Je retiens là ce mot pour affirmer un peu autre chose, ou en tout cas pour affiner le vocable de prototype, parce que les phénotypes ont quelque chose de plus extérieur, de plus périphérique, de plus phénoménal en tout cas, qui renverrait à un dehors. Phénotype, prototype, ça me paraît autrement mieux que les apitoiements littéraires de certains auteurs de profession sur le confinement des écrivains qui découvrent soudainement qu'on puisse se retrouver seul et aux confins de quelque chose. Le confinement ne tient pas du tout à un décret préfectoral. Il est tout juste ce qui est requis pour commencer à penser. Rien à voir, si vous voulez, avec la réponse sanitaire à un virus. Le virus, il est dans l'œuvre. Et que des auteurs aient pu le découvrir après coup comme quelque chose qui s'imposait de manière drastique à leur existence, est pour moi comme une preuve a posteriori de leur inexistence. Moi qui ai fait des cours nombreux devant des élèves sur l'épreuve de l'existence de Dieu chez Descartes ou Leibniz, je peux sérieusement témoigner de l'inexistence de ce qu'on appelle aujourd'hui littérature du confinement. Enfin, bon, si c'est la littérature en France, c'est effectivement une singularité qui nous est propre. Et donc, il me semblait que le confinement, les confins, c'est quelque chose qui intervient de manière tout à fait essentielle, de manière prototypique, et qui pourrait en effet nous restituer un peu ces cafards dont je suis parti en référence à Kafka, pour reprendre à nouveau cette figure, les terriers de Kafka, ces souterrains. Et je crois que sans cette atmosphère larvaire, sans ces larves, la littérature n'aurait rien à dire, même si les jurés des prix littéraires, évidemment, cherchent plutôt à se débarrasser de toutes ces salissures pour des choses bien mieux
négociable, comme l'était d'ailleurs à l'époque le livre de Houellebecq avant sa petite remarque sur la science-fiction qui me va droit au cœur. Enfin, l'écriture de la pensée ne vit cependant qu'à travers, disais-je, de funestes suppléments. Des suppléments, des reliquats, Derrida, oui, parlait de suppléments, des suppléments que quelqu'un va retrouver, peut-être pour leur donner une forme véritable dans l'attente d'un procès. Parfois, souvent. Le procès de Kafka, c'est la culpabilité devant l'écriture. C'est le coupable qu'on vient chercher parce qu'il écrit. C'est le coupable qui est condamné par des associations caritatives bienveillantes qui veillent à la disparition de l'art. Je m'étonne devant cet état de choses de la surexistence de l'éthique rédigée par Spinoza, lui qui n'a connu comme lecteur que quelques années et qui a eu également pas mal de procès à affronter. Enfin, voilà. Je m'étonne aussi de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, tout à fait prototypique dans son genre, que je suis actuellement en train de retraduire. Je suis en train de retraduire la phénoménologie de l'esprit, qui a quelque chose de tout à fait séduisant pour moi, parce que c'est un livre qui est sorti d'un appartement en flammes, on se demande comment, et que Hegel a ramené au moment où son appartement a été incendié par les soldats d'ailleurs allemands, de même nationalité que Hegel lui-même. Je m'étonne que au-dessous du volcan, pour passer à un autre exemple, je m'étonne vraiment qu'au-dessous du volcan ait survécu aux nombreux bistrots qui n'étaient pas des garages, des bistrots où Malcolm Lowry avait oublié ses brouillons. Et bon, personne ne les lui aurait dérobés tant ils n'existaient pas aux yeux du kidam qui devait les ignorer, posés sur la table où l'écrivain pouvait les retrouver le lendemain avec toute certitude. Mais ce sont des manuscrits miraculés qui ont été sauvés in extremis de l'oubli et également de quelques incendies réels. Et il me semble que l'histoire ne fonctionne peut-être jamais autrement de cette façon-là. Enfin, l'histoire, c'est toujours quelque chose qui a été, comment dire, tout droit sorti au fond d'une omission de certaines incendies qui sont... Bourdieu avait réfléchi sur cette question, et je pense que Mac Dora sera très content que je me réfère à Bourdieu. Il avait beaucoup interrogé cette question de la transmission. Comment un document, une archive peut-elle survivre à son temps, sachant que politiquement, lorsque quelqu'un disparaît, ce qui se fait le premier, c'est le déménagement des cartons ministériels, etc. etc. Et donc, la question de Bourdieu, ça a été, du point de vue de l'histoire, de s'étonner de ses survivances par omission, comme le sont finalement les œuvres qui ont échappé à leur destruction. Et donc, m'intéresse en tout cas, pour cette raison même, la ligne orthogonale d'un âge médiéval, où on ne sait pas si quelque chose peut en sortir, où s'affrontent des figures pour l'Occident qui n'ont pas été retenues, mais qui foisonnent dans le monde possible. Alors, je pense justement que mon livre sur Derrida, Démantèlement de l'Occident, c'était plus que de l'islamo-gauchisme, dont je serais tout à fait incapable de comprendre le sens. Enfin, donc, ce démantèlement de l'Occident qui fait suite à Ossuaire, d'une certaine façon, c'est pour moi non pas de l'islamo-gauchisme, mais un retour vers cette écriture des possibles, vers ce plurivers des possibles, vers ces rescapés que constituent d'une certaine manière les textes ou les grands textes de la littérature. Et c'est vrai pour tout ce que je n'ai pas publié, que je ne publierai jamais, mais qui pourtant revient partout, par les marges, par les fentes, entre les livres dont je suis l'auteur. Et encore que auteur n'est pas le bon mot, parce qu'au fond, l'auteur véritable réside plutôt dans le résidu, dans le déchet que dans l'autorité. Je trouve aujourd'hui certains auteurs très autoritaires. C'est pour moi un sujet d'émerveillement ou d'inquiétude. Pour moi, un auteur qui cherche l'autorité, ce serait pas mal de le voir disparaître, et il disparaîtra certainement. L'écriture loin de l'autorité, c'est tout un compost de qualité en lequel
trouve d'étranges, Deleuze disait personnages conceptuels, on trouve d'étranges personnages conceptuels. Jérémien, bien sûr, Jérémien, il forme une meute en négatif, il forme un assemblage qui finalement a trouvé ses prothèses dans ma diffusion livresque déjà trop importante, du moins par le nombre de titres. Alors, bien sûr, j'ai mes schémas préalables, mes courbes qui ne sont tracées dans aucun livre en particulier, parce qu'on va les retrouver exclus de tous, parce qu'il nous est impossible de nous figer, évidemment, dans l'expression d'une écriture correcte. Toute pensée réclame de se défaire des belles suites. Elle n'a d'autre passion que d'interrompre l'ordre des parutions et de les frapper de ce temps orthogonal dont je parlais et qui nous conduit à faire autre chose. Toujours faire autre chose d'une certaine manière que le texte qu'il fallait écrire, de sorte que j'en écris toujours plusieurs. Un temps donc, oui, qui s'enfonce un peu comme un clou sur le même point, mais en profondeur, passant par des couches, des strates qui ne sont rien d'autre que l'écriture. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, le clavier n'est plus cette pointe du stylo qui vient rendre possible des palimpsestes. L'écrivain contemporain ne connaît plus le palimpseste de son brouillon, tout est toujours tout de suite propre par des opérations qui sont informatiques. De toute manière, nous sommes tous l'auteur d'un livre impubliable. Je veux dire que ça, c'est le cas même de ceux qui n'ont pas écrit, vous me direz, bien sûr, puisque impubliable d'essence, par définition, ne trouvera jamais aucun accès. Mais par-delà même ces manquements, nous sommes tous devant des œuvres impubliables. Il y a évidemment toutes celles qu'on publie et puis celles qu'on ne peut publier parce qu'elles sont interminables, jamais achevées, à l'état de courbe, à l'état de naissance. Mais ce sont pourtant ces ouvrages-là, ces prototypes-là qui existent en plein droit ou qui surexistent et qui reviennent. Ils reviennent autrement, ils reviennent de manière spectrale. Et pour ainsi dire intempestive, parce que, comme dit Borges, il est possible qu'un livre trop bien calibré ne survit pas à son époque. Le livre trop bien calibré, la bonne thèse, si vous voulez, elle épouse par trop le vocabulaire chic et ne contient pas les erreurs et les errances capables de lui donner un style ou une tournure singulière, voire la nécessité de le traduire. Je crois que c'est Borges qui le disait. En tout cas, un livre trop bien chevillé, entièrement démontré, tombe avec la science de son époque, un peu comme une vieillerie qui serait difficile à lire dans d'autres temps. Il ne serait qu'un toc, enfin une espèce de toc, un toc du moment ou un tic qui ne se perçoit pas dans ses manies. C'est ça aussi les thèses, souvent, des tics, des manies dans la reprise d'un langage qui est le langage de son temps, le langage universitaire. Et bien sûr qu'on ne va pas relire toutes les thèses du 19e parce qu'elles ne sont justement rien d'autre que des captures. Elles se sont laissées capturer par les réquisites d'une vérité épocale, par les marottes qui dominaient l'époque et qui leur donnent quelque chose de très daté, enfin, une espèce d'accent qu'on retrouve souvent dans certaines conférences. Bon, je ne vais pas citer de nom, bien sûr, mais enfin, il y a des manières de parler qui sombrent avec leur époque, parce que leur manque le caractère. Ce sont des manières de parler qui sont trop probables, qui sont certes publiables pour un temps, mais incapables de sortir de ce temps. Les prothèses dont je parle, moi, ce ne sont pas ce genre de choses. Et elles trouvent plutôt dans la non-conformité para-universitaire leur formidable charge de ressentiment, de colère parfois, mais autant que de joie, puisque je parle du 19e siècle et je pense à quoi, par exemple, au petit texte de Ravesson, un petit texte de Ravesson sur l'habitude, qui n'a rien à voir avec ce qui pouvait se pratiquer sur le plan universitaire à son époque, même si Ravesson est un produit de l'université, bien sûr. C'est un texte tellement court qu'il ne cadre pas du tout avec les attendus d'une soutenance.
Même chose pour Gabriel Tarde, un tout petit texte tout à fait improbable qui se nomme Monadologie et sociologie, texte tout à fait remarquable. Ou encore un ouvrage de Duhem sur le mixte, et qui est très très loin des préoccupations, des manières d'écrire qui étaient propres à son époque. Plus près de nous, un texte de Souriau sur, je cite le titre, les différents modes d'existence, un texte sans lequel Bruno Latour n'aurait plus grand-chose peut-être à rajouter à sa propre bibliographie. Alors, je ne sais si je peux revendiquer un tel ratage, moi, je ne sais pas si mes prototypes ont cette singularité qui serait celle de Souriau ou celle des auteurs que je viens d'évoquer. Mais quand j'écris un livre, je ne sais pas s'il sera finalement publié et par qui. Il m'arrive d'interroger des passions obscures que j'aborde dans un essai sur le mal, mais là encore, de manière tout à fait diagonale et dans une histoire éditoriale intéressante, parce que c'est d'abord un livre qui n'avait aucune chance d'entrer dans une catégorie, comme le soulignait Maggiori dans Libé au moment de sa parution. Alors, je suis conduit donc par des phénotypes ou des prototypes avec lesquels il va falloir apprendre à rouler autrement et qui font retour dans un futur qui n'existe pas. Alors, il n'existe pas de façon essentielle en tout cas. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que lisant Philippe Cadic en ce moment, enfin les nouvelles de Philippe Cadic, il est évident que pour lui, le futur n'existe pas. Mais il n'existe pas, comme on le dirait, du côté cyberpunk, pas de futur, post-apocalyptique d'une certaine manière, parce que bon, l'apocalypse, on en parle toujours au futur, mais c'est aujourd'hui l'apocalypse. L'apocalypse est déjà là, sinon il n'a aucun intérêt. Tout le monde étant trop égoïste pour se tourmenter d'une apocalypse pour demain. Enfin, ça n'aurait peu d'intérêt, ça n'a jamais aucun intérêt, l'apocalypse, lorsqu'il est remis vers un futur qui le rend déjà improbable pour celui qui existe. Non, c'est aujourd'hui qu'un monde est en train de finir, comme dit Baudelaire. Et s'il faut parler d'un futur, c'est dans le présent seul qu'on en parle. S'il faut parler d'un futur, c'est dans le présent seul qu'il insiste. Et donc, je le répète, le temps n'existe pas, comme on le comprend justement dans la nouvelle de Dick, qui se nomme Rapport minoritaire. Alors, ça, c'est une nouvelle de Dick qui a donné lieu à un film, Rapport minoritaire, un film très, très grand public, très intéressant, cela dit. Et je crois que d'une certaine manière, les livres que je cherche à réaliser sont des rapports minoritaires, des rapports qui ne collent pas du tout avec les rapports majoritaires, ni avec ceux qui forment la logique de l'historien sérieux lorsqu'il analysait le Moyen-Âge. Non, minoritaire, j'essaye de l'entendre ici à la fois au sens que Dick donnait à ce terme pour parler d'un rapport introuvable, d'un rapport qui n'était pas accessible parce qu'il a été recouvert par des rapports majoritaires. J'en parle aussi au sens où Deleuze parlait de littérature à propos de Kafka, de littérature mineure, rapport minoritaire, littérature minoritaire à partir de Kafka. Je reviens donc ici à mon point de départ et je veux dire évidemment qu'il y a une passion de l'écriture qui fraye la pensée et qui s'arrête finalement à des choses curieuses. Ce sont des choses d'allure inactuelle, mais qui sont bien là. Elles ne sont d'aucun temps parce qu'elles les hantent. Elles les hantent tous et ne vont pas chercher nécessairement à coller à un intérêt du moment. Je trouve que les titres comme Spectre de Hegel, Spectre de Spinoza, Spectre de Marx, c'est un beau titre, Spectre de Marx. Bon, Derrida en a eu l'idée. Et Deleuze n'a jamais, du coup, écrit son bouquin sur Marx. Il devait s'appeler Grandeur de Marx. Ça, c'est un prototype. C'est un prototype parce que il vient bien, comment dire, hanter le travail de Deleuze. Je pense que Marx a accompagné Deleuze comme il a accompagné Derrida sur le mode d'un spectre et que, au fond, c'est
c'est ça l'écriture d'un ouvrage. C'est ça l'écriture d'un ouvrage, au point que Deleuze s'est demandé ce que ça pouvait vouloir dire des nouvelles. Qu'est-ce que c'est des nouvelles dont Philippe Cadic a fait aussi, lui, l'essence de son écriture. Elles sont tout à fait essentielles chez Dick. Je crois que Derrida aussi s'exprimait par nouvelles, si on peut considérer que les textes de Derrida sont des conférences rédigées dans un temps relativement bref qui relèverait de l'abrégé d'une certaine manière. Je disais donc qu'il y a un mode d'écriture par nouvelle ou par abrégé, et la nouvelle relève d'une nouveauté, évidemment, telle qu'elle ne connaît que le fragment, et ne suffira pas à faire un livre. Il faut les réunir, hein, les nouvelles, et ce sont justement des espèces de phénotypes qui insistent curieusement dans tout ce qui va suivre, qui va se décliner par variation, même si Grandeur de Marx n'apparaît qu'à la fin de la vie de Deleuze, à un moment où il n'a plus l'occasion de l'écrire, définitivement à l'état de prototype. Et c'est vrai que peu de personnes ne connaissent le titre de cet ouvrage, puisqu'il n'en avait parlé à personne. Il m'en avait parlé au téléphone et j'avais trouvé très intéressant l'entreprise qui consistait à reprendre Marx comme quelque chose qu'il avait accompagné sa vie durant. Alors bon, la nouvelle, c'est éminemment le cas de tous les auteurs de science-fiction. Je pense à Lovecraft notamment, dont je conseille à tout le monde la lecture. C'est ce que Deleuze appelle un délire dans l'Anti-Édipe. C'est un délire pour lire. C'est un délire pour lire autrement l'ordre des choses avec un petit vent paranoïaque, sans doute, qu'on retrouve chez Dick, mais encore bien d'autres auteurs. La nouvelle, c'est déjà comme pour Maupassant, tout à fait étrange. Maupassant, pour lui, tout a évidemment l'air normal en apparence, mais il se met à scruter l'air. Cet air devant lui, si normal que plus personne ne le voit, ne le perçoit. Je dis ça parce que en percevant les photographies qui sont revenues de Mars, de ce rover qu'on a envoyé sur Mars, le constat est le suivant, c'est qu'il n'y a pas d'air sur Mars. Et les photos qui nous parviennent de Mars, nous ne savons pas y voir cette absence d'air. La chance d'avoir de l'air, il faut être un peu fou apparemment pour en prendre la mesure. Alors, Maupassant, c'est ça. Le passage dans l'air de quelque chose qui dérange sa vision, le passage dans l'air d'une tâche, quelque chose qui fait tâche dans sa perception, une espèce d'ondulation de l'espace. Chez Maupassant, on a effectivement ce rapport au miroir, hein, où, comment dire, il va percevoir dans l'air. Allô, bonjour messieurs. Il va percevoir. Ah, on entend quelque chose. Attendez, est-ce que vous pouvez me rappeler dans une heure, c'est possible? Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Merci. Okay. Merci Max. Alors, je vois que tu es là. Je suis tout à fait heureux de te parler de Maupassant et de l'air qu'il a cherché à capter, que personne ne voit, bien sûr, parce que le passage dans l'air de quelque chose qui dérange la vision et qui fait tâche dans la perception, c'est une espèce d'ondulation de l'espace qui est pris entre le miroir et Maupassant lui-même, et c'est ce qu'il appelle un hors-là. C'est le texte même, le hors-là, pour parler de ce vacillement de l'air en soi invisible et qui témoigne de la présence du spectre, justement. Alors, j'aime bien ce mot, et je lui consacre du coup un chapitre d'éloge de l'inconsommable pour l'opposer à l'être là, au Dasein heideggerien. Et il me semble qu'en effet, il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans le hors-là, en tant que ça n'est pas de l'ordre du Dasein, ça n'est pas de l'ordre de ce qu'on pourrait s'autoriser à considérer comme un accès à l'être. Non, ce n'est pas du tout un accès, c'est plus quelque chose qui nous conduit vers un confinement, aux confins en tout cas, aux confins d'un labyrinthe dont je vais décliner les quelques carrefours encore pendant le temps qu'il me reste. Alors bon, quand je fais un livre sur la science-fiction ou sur Blade Runner, c'est précisément la recherche d'un rapport minoritaire qui me taraude dans la forme du hors-là.
le truc pathologique, en tout cas dans mon livre sur la science-fiction, le truc pathologique qui a curieusement rencontré ses lecteurs, c'était de réécrire, à l'aide de l'ASF, que j'ai lu quand même de manière, depuis des années en fait. Donc, c'était de réécrire toute la logique de Hegel. Je voulais lui donner l'air de l'ASF, l'air, ce or-là, et c'est ça le truc. Donc, comme pour une nouvelle, je fais vite, hein, je passe d'un thème à un autre, d'ailleurs un peu comme aujourd'hui, et je m'étonne forcément d'une telle chose au moment de le faire, mais rien n'y fait. Et ce n'est pas juste de l'inattention, quelque chose qui relèverait de l'incompétence. Non, non. Lorsqu'une idée s'impose à moi, elle se trouve en même temps toujours dans ce futur dont je parlais, sur un autre fil, à l'image du système de Pascal qui accrochait ses pensées par pince à linge. Hein. Donc, depuis chacune de ces idées, à Pascal, on peut tirer un fil vers d'autres idées et donner le sentiment d'un imbroglio tout à fait nécessaire, du moins de mon point de vue. Alors, c'est exactement ce que je fais dans mon livre sur la science-fiction, avec dans l'autre main, la logique de Hegel. Elle était là, cette logique, elle était traduite par Vera, que je préfère à tous en tant que traducteur, parce qu'il a eu de nombreuses préoccupations littéraires, dont je vous épargne ici la biographie, mais c'est un auteur qui est très intéressant, traducteur intéressant à découvrir. Enfin, toujours est-il que la logique était sur mes genoux, et puis, depuis les années que je lis la SF, j'ai cherché des romans correspondant à chaque section de l'encyclopédie hegelienne. Et tenez-vous bien, je les ai trouvés. Par exemple, avec Asimov, on entre dans les cycles du savoir absolu. Hein. Il y a toute une psychohistoire, c'est le concept même d'Asimov, qui a même son encyclopédie introuvable, qui va être perdue, qu'il va falloir déménager hors de 30 ors. Alors, le concept de psychohistoire est d'Asimov, mais évidemment, la phénoménologie de l'esprit porte exactement le même nom, hein, c'est pareil. Hein. C'est une histoire de l'esprit. C'est ça un rapport minoritaire, c'est ça le rapport minoritaire, une relation à Hegel, qui va aller chercher dans Asimov où se cache le spectre de Hegel. Et il y a d'ailleurs dans le cycle de fondation une scène extraordinaire du spectre, justement. Le spectre, notamment dans le premier volume, et ce spectre ne peut être personne d'autre, même s'il s'appelle Arlan, avec un H, ça ne peut être personne d'autre que Hegel avec un H. Bon, c'est une aventure qui a eu un certain succès, à mon propre étonnement, je dois dire, même si je n'ai décroché aucun prix pour cette aventure dans l'ordre de la science-fiction. Alors, si je traverse un peu toutes ces expériences qui me sont propres, mais bizarreries, c'est pour dire que l'écriture de la pensée, pour moi, l'écriture de la pensée consiste du coup en une version des événements qui se présentent comme un résidu, une relique, dans une histoire singulière qui ne peut en venir à bout. Parce que tout y procède par miroir, par renvoi coudé, hein, et sur le miroir se laisse deviner toujours un autre côté. Quand vous avez un miroir, il y a forcément un autre côté quelque part. C'est un peu comme le jardin de Stalker, je ne sais pas si vous connaissez ce roman extraordinaire, où on s'affronte chez soi, à quelques mètres de son enclos, un enfer apocalyptique. Hein. C'est dans sa propre salle de bain que le stalker passe l'autre côté du mur. C'est une salle de bain devenue métro. Et c'est très souvent que Dick lui-même, dans sa salle de bain, renoue avec des espaces étranges, minoritaires, cet autre côté du miroir, qui change tout et qui en fait un auteur un peu confiné, un peu cinglé. Et c'est seulement l'écriture qui peut assumer cet autre côté dans lui-même. Il faut la lenteur de l'écriture pour jouer de cette différence dans des espaces aussi sécurisés pourtant qu'une chambre. Un peu comme on se met à glisser en sortant de la baignoire. La baignoire est le lieu de tous les dangers et le miroir nous attend, lui, de l'autre côté, brisé, dans le hors-là d'un autre logicien, encore comme Carroll, qui nous donne à comprendre, évidemment, quelque chose. Enfin, ce que je veux dire avec de l'autre côté du miroir, ou encore Stalker, est que le pire arrive dans notre propre jardin. Le pire, c'est toujours chez nous. La fin du monde, c'est là. Elle a lieu à quelques mètres de chez nous. C'est tout à fait étrange. Et je crois que le film aussi réussit à rendre assez bien cette proximité du lieu inquiétant, du lieu horrible,
qui n'est pas du tout loin de nous, mais qui est précisément à l'entrée, au seuil de la porte. Alors, j'ai toujours trouvé curieux ce roman de Stalker parce que c'est vraiment un voyage sur place, ce livre, et que Deleuze y aurait trouvé exactement ce qu'il appelait nomadisme. C'est-à-dire cette espèce de formule, cette espèce de vitesse dont Deleuze disait surtout qu'il était immobile à grands pas. Et il reprend cette expression à Valéry, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça le nomade. C'est d'ailleurs un peu le sens de mon roman, La Chambre, dans lequel aucun personnage n'utilise le jeu à la première personne. Le plus souvent, c'est il, c'est on, nous, eux, mais jamais je. Alors qu'un personnage ne cesse d'entrer dans le délire de sa chambre et de raconter ses histoires. J'ai pour cela même recours à des périphrases qui font le style de ce roman, un style assez particulier, assez étrange et qui a l'air peut-être classique, mais en tout cas, pas tant que ça, parce que les dialogues, ils sont étranges. C'est assez difficile d'imaginer un dialogue sans la première personne, sans le jeu. Et finalement, le roman La Chambre trouve chez Léo Cher des lecteurs bienveillants, et j'ai publié un second roman, un nouvel évangile qui s'appelle Morningside Park, dont le personnage principal incarne le retour du Christ. Il s'agit d'un Christ noir, jeune étudiant qui aborde la trentaine et qui fait une thèse sur l'évangile de Judas, dont il retrouve la version apocalyptique dans les souterrains de la bibliothèque municipale de New York. Cela dit, il y a bien un évangile de Judas, et il existe bel et bien. Il ne se nomme plus seulement par prototype, mais par apocryphe. Peu de mes lecteurs ont remarqué d'ailleurs qu'il s'agissait d'un Christ noir, si je puis encore m'exprimer ainsi, sans chercher un autre mot pour dire la couleur. Sans doute parce que cette image du Christ noir ne colle pas avec la représentation et qu'il faut justement l'explorer en tant que déconstruction possible du christianisme. Alors Philippe Cadic a rencontré le même type de problème. Il se perçoit comme un écrivain très classique, mais se voit finalement relégué dans une forme de weird littérature. Et donc, j'aimerais sous ce rapport être lu comme un philosophe weird. Ce serait un beau concept, finalement, une écriture du bizarre. C'est que je m'occupe dans mes prototypes de tous les déchets vis-à-vis de l'université. Ça, c'est une certitude acquise. Alors, bien sûr que la SF, Ridley Scott, la bande dessinée à laquelle je suis en train de consacrer un livre, notamment autour de Giraud alias Möbius, ça forme un ensemble assez curieux, mais ce sont des reliques au sens que j'ai donné à ce mot dans Ossuaire, lu et cité longuement par Derrida dans La Bête et le Souverain, à ma propre surprise d'ailleurs, au moment de la parution de son séminaire à titre posthume. Donc je suis injuste finalement en disant qu'Ossuaire n'a pas rencontré de lecteurs comme d'autres de mes livres, un peu plus tape à l'œil, parce que Derrida lui consacre tout un séminaire, une séance de séminaire, et Deleuze l'avait lu de près pour m'encourager à poursuivre cette philosophie par relique ou prothèse. C'est que pour Deleuze, la pensée a besoin d'une image. L'écriture de la pensée ne passe pas seulement par une marge ou par d'étranges suppléments, mais par une image sans laquelle elle ne saurait trouver l'écran, elle ne saurait trouver le cadre qui la fasse tenir debout. Bon, je vais essayer de conceptualiser un peu pour finir. Il me semble que l'écriture de la pensée, évidemment, n'est pas monumentale, mais il lui faut un cadre où tenir debout, disais-je. Elle cherche dans le monument, dans un endroit du monument, une espèce de fissure, une exposition possible, hein, un point déconstruit dans la construction, et c'est ça la déconstruction, une ligne d'ouverture du constructivisme, les arches ou les portes pour prendre des points de comparaison avec le domaine architectural. Ce que j'ai cherché un moment par la rédaction d'un bréviaire de l'éternité sur Spinoza, comme si la brièveté du bréviaire, le bref du bréviaire pouvait donner en coin une image de la pensée, une image mobile de l'éternité. Et c'est un peu ça qui se produit dans l'architecture, qui montre partout des ouvertures. Est-ce que la philosophie peut en faire autant? Est-ce que la philosophie peut prétendre à l'architecture? Est-ce qu'il y a une architectonique philosophique et où se produit-elle? En quel lieu se forment les ouvertures qu'elle propose? A-t-elle d'ailleurs un lieu particulier, comme par exemple devait en trouver la sculpture médiévale? J'aime bien les philosophes du portique,
parce que les philosophes du portique, les stoïciens, nous donnent précisément ce topos architectural comme indice de leur pensée, une pensée qui est une pensée sans dehors ni dedans, une pensée à la limite, une pensée à la frontière, une pensée au seuil. Et c'est au seuil qu'on voit les choses, comme pour un tympan à l'entrée d'une basilique romane, qui est déjà toute une BD pour effrayer, pour horrifier le regard, par la figuration de ces monstres, de ces aliens. En fait, c'est la figure du monstre qui s'impose dans ce style prothétique. C'est le monstrueux qui m'avait intéressé dans Alien, qui joue sur des angoisses médiévales et qui a quelque chose effectivement du tympan roman, qui a quelque chose même du chapiteau roman. Ça n'a rien à voir, si on veut, avec de la pop philosophie qui fabrique encore du consensus, quand l'horreur, qui m'intéresse moi, au contraire, est davantage dans le dissensus. Et j'adore en ce sens la chute des monuments, puisque c'était bien la question du monument ici qui m'intéresse, la chute des monuments dans Prometheus de Ridley Scott, qui a eu la gentillesse de me remercier pour ce livre que je lui ai destiné, admiratif, et dont je forme désormais un figurant à l'œuvre, un figurant de l'œuvre. On est donc revenu dans ce film à quelque chose qui me tracassait déjà dans Ossuaire, devant une espèce de chapiteau roman. Les chapiteaux romans sont calés dans quelque chose qui tient debout la colonne, mais bon, donne en même temps une ligne de fuite. C'est l'image même de l'horreur. C'est une image qu'on aurait du mal à assumer, d'ailleurs, en tant qu'auteur. Franchement, aujourd'hui, on soulèverait une critique, une condamnation évidente. C'est un espace qui permettait peut-être à la pensée de trouver quelques monstres pour échapper à la surveillance théologique, pour rendre possible ce que Rilke appelait l'insurveillé, enfin le hors-là, sans qu'on s'y arrête, mais qui délivre d'étranges messages tout de même. Les comités de surveillance, les comités d'éthique pourraient franchement s'inquiéter devant un chapiteau roman et exiger la fermeture de l'édifice indigne un peu à l'aide de hashtags qui ne seraient pas de trop pour fermer de tels monuments. C'est des formes d'indignation que revendiquent surtout, bien sûr, qui revendiquent un retour à la conformité, à la norme. L'indignation est un registre qui est très, très contemporain. Enfin, un retour, en tout cas, dans le contemporain, dans le champ du contemporain. On dirait que face à on est étonné face à un chapiteau, devant ces choses d'un autre temps qui viennent trouer le nôtre, parce qu'on y a affaire à d'étranges restes qui font signe vers un autre monde, un tout autre monde. Une pensée qui n'est sans doute pas destinée à devenir visible d'emblée, qui nécessite une lecture, qui donne sens à la lecture et la rend incontournable parce qu'elle se produit toujours dans l'intervalle que la déconstruction permet de retrouver. C'est seulement la déconstruction qui nous donne ce passage, cette voie de passage vers le prototype qui sommeille. C'est la seule raison d'ailleurs de lire quelque chose, plus sans doute que la publication, la lecture, la production d'un écrit qui n'existe que parce qu'un éditeur le propose à un présentoir. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un chapitre roman. On ne saurait pas quoi faire de tous ces livres qui n'ont souvent aucune nécessité. Je crois que la lecture se produit davantage comme un trou dans le mur, un trou pour y extraire un papier, pour y lire une échappée possible. Je dirais même un trou dans le monde, comme le montre un chapiteau roman avec une femme aux jambes écartées dont le vagin aspire tout le réel. C'est étrange quand même que cette chose n'ait pas été détruite depuis le temps. Et je trouve que ce que Derrida cherche à faire, la littérature, le cinéma évidemment, le font régulièrement, pour ne pas parler de la sculpture. Et en parlant à l'instant du hors-là, de Maupassant, j'avais effectivement vu ce hors-là, cette ambiance particulière qu'on peut retrouver également dans le Tour d'écrou de Henry James, ou encore dans un autre roman, le roman de la momie, le roman de la momie de Théophile Gautier, très très beau roman
qu'on pourrait interdire puisqu'il s'agit d'une esclave dont je parle d'ailleurs beaucoup dans mon livre sur Derrida, de ce roman de la momie, ne serait-ce que pour faire comprendre ce qu'est une marge, l'écriture dans la marge. Alors, c'est cette marge qui me conduit bien sûr vers Ridley Scott. C'est cette marge que partout, qui circule partout. Alors, je n'ai pas le temps de déplier ça, bien sûr, mais qui circule partout dans son œuvre et qui, elle, ne connaissait pas les textes de Derrida. Alors, il y a d'autres monstres, évidemment, qui vont circuler dans la filmographie de Ridley Scott, notamment sous l'inspiration de Byron et Shelley. Le couple Shelley, pour y inclure Frankenstein. Alors, Ozymandias de Shelley est cité par Ridley Scott en une longue mélopée à travers un androïde. Il confie ce poème à un cyborg qui ne saurait le comprendre et le lire. Un cyborg peut-il lire d'ailleurs? C'est ça la question. Dans sa bouche, dans sa voix algorithmique, le poème est attribué à Byron, mais c'est un bug. C'est que le robot nommé David est justement face à un ver inclassable. Ce poème, c'est un véritable génotype ou un prototype au sens que Diderot donnait à ce mot, justement. Et je trouve que c'est depuis le début que je vous parle de prototype. Et je pensais à Diderot dont le texte sur le prototype est tombé finalement à la grecque de philo, cette année, cette semaine même. Diderot qui croise Buffon et où il n'est question de rien d'autre que de prototype. Prototype au sens que Goethe aussi avait élaboré lorsqu'il réalise un essai sur les plantes, sur la protoforme de la plante, que je tenais à déplier avec vous ici en rapport avec Diderot, mais je sens bien que là, je crois que je vais dépasser le cadre de ce qui m'était imparti et que j'en resterai à cette indication très formelle de Diderot, qui est à mon sens vraiment un philosophe intéressant parce que c'est un philosophe secondaire au fond pour les universitaires en lequel j'aurais plus le sentiment de me retrouver que dans des œuvres extrêmement constituées. Non, je suis plutôt l'auteur des notices, je suis l'auteur des bréviaires, l'auteur des formes prototypiques qui font fuser sur un autre modèle les concepts et qui donnent certaines vitesses, certainement, dont je cherche à trouver, à réaliser en tout cas les diagrammes, ne serait-ce que par une étude sur un mathématicien comme Riemann, que je porte avec moi depuis le début, mais auquel je n'ai pas eu le courage de m'affronter autrement que par petites bagatelles. Alors je vous remercie de m'avoir écouté quand même et d'avoir eu la patience infinie de suivre ce cheminement un peu pascalien où les fils étaient tirés dans tous les sens avec pour chaque idée une pince à linge en mesure de l'épingler à d'autres via ce garage hermétique que Möbius nous a proposé au titre d'une bande dessinée. Alors, je vous remercie tous de votre attention et je suis bien sûr là pour répondre à des questions si vous en avez. Merci Jean-Claude, merci beaucoup. On a 30 minutes pour discuter. Je crois que vraiment on était là, Bruno peut en témoigner, au cœur de l'écriture de la pensée. C'était vraiment le sujet et à travers le parcours philosophique que tu nous retraces, on y est sur ce que c'est qu'utiliser tel processus, telle image, tel motif. Voilà. Alors, je vais lancer une première question et puis donc n'hésitez pas à peut-être utiliser aussi la petite main pour vous manifester parce qu'on est beaucoup et donc je ne vois pas tout le monde sur un écran. Donc, j'ai déjà la main de Bruno. Donc, je l'ai bien vu. Et donc, je pose une première question sur la signature et Frédéric, j'ai vu. L'autorité de la signature. Bon, voilà, tu as effectivement marqué ta différence à l'égard de ceux qui vont afficher je ne sais pas quoi dire, un jeu d'ailleurs. Bon, moi je pense que le jeu n'est pas forcément le signe de l'ego, mais enfin bref,
Et donc, au fond, dans ce que tu as dit et dans tout ton travail, ma question, c'est au fond, dans ces résidus, n'y a-t-il pas toujours ta signature? Bien sûr, bon, je ne vais pas revenir sur toute l'analyse que fait Derrida sur la signature, mais est-ce que tu pourrais dire, toi, au fond, comment tu envisages la question de ta signature, hein, dans ces déchets? Est-ce que ces déchets ou ces résidus, ces rebuts sont signés? Et est-ce qu'on peut penser cette signature comme une signature ADN? Je dis ça un peu pour te provoquer. Mais voilà, est-ce que c'est comme ça qu'on peut l'entendre? Je renvoie bien sûr aussi à cette discussion de Deleuze qui, avec Guattari, revendiquait l'impersonnel tout en signant les livres de leur nom propre qui sont bien restés comme des noms d'individus et pas d'une meute, même si effectivement c'est une écriture à la manière d'une meute. Mais voilà, j'aimerais que tu nous dises quelque chose là-dessus. Et ma question subsidiaire, parce que je sens que je n'aurai pas le temps d'en poser une deuxième, parce qu'il y a déjà des questions, c'est celle, du coup, conséquente de la publication. Qu'est-ce qui motive la publication, que ce soit dans des organes constitués ou pas, ou bon, mais qu'est-ce qui motive la publication? Au fond, est-ce que ces résidus sont simplement une marque d'un passage, du passage d'un signe ou d'une signature, ou bien y a-t-il une adresse, y a-t-il une volonté de communiquer? Parce que bon, quand tu dis oui, les thèses du 19e, etc., bon, plus personne ne regarde ça, etc. Oui. Bon, d'accord, on sait très bien que tous nos discours aussi sont étroitement liés à l'époque, aux modes. Bon. Mais est-ce que du coup, tu ne risques pas de reprendre un peu un fantasme de la publication pour l'éternité, où je serai lu dans 500 ans, que ce soit Stendhal ou Nietzsche, de l'intemporel, sortir du temps. Voilà. Donc, mais c'est une question subsidiaire par rapport à celle de la question de la signature. Mmh. Oui, non, mais merci de cette question. Alors, j'y répondrai en commençant par la fin. Oui, donc le fantasme de l'éternité, le fantasme aussi de celui qui écrit quelque chose qui ne serait pas destiné à un public contemporain, mais à à l'avenir, enfin, ce serait l'écriture au sens nietzschéen de l'inactuel. Bon, et ça a fait la folie de Nietzsche d'ailleurs, parce que Nietzsche regrettait de ne pas être reconnu en tant que Nietzsche, en tant que Nietzsche regrettait de ne pas être reconnu dans la rue et que personne ne lui disait Monsieur Nietzsche lorsqu'il le croisait, bon, alors qu'il dialoguait avec Platon et Socrate toute la journée. Vous voyez, donc c'est vraiment très cruel pour lui. Non, mais moi, ce serait plutôt, du coup, un peu comme Robinson, parce que Derrida, son dernier séminaire sur la bête et le souverain, toute la moitié du séminaire, c'est sur Robinson. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette façon d'écrire qui ne soit pas juste destinée à un juré ou un jury ou à, je ne sais pas comment dire, ou un public pour qui on écrit. Alors, il se trouve que c'est justement la question de ce séminaire. Il me semble que Derrida aurait tendance à dire que, c'est pas moi qui réponds du coup, mais je pense que je répondrais comme ça. Derrida aurait tendance à dire que si Robinson écrit, c'est parce que précisément, tous ces textes sont comme une bouteille jetée à la mer et que l'écriture, c'est un ensemble de traces qui lui permettent, dans l'isolement, de faire signe. De faire signe, et de faire signe à quoi? Ce n'est plus une écriture qui est adossée à la transcendance, c'est-à-dire l'écrivain n'est plus inspiré par un Dieu. Je pense que Robinson, sur son île, n'a pas rencontré Dieu. Ce n'est pas l'écriture non plus qui serait la découverte ou la révélation d'une intériorité, c'est-à-dire d'un sujet qui aurait ce statut cartésien
d'une ipséité radicale dont le solipsisme serait la vérité. Parce qu'il y a bien sûr pour Robinson une solitude, mais ça n'est pas une solitude qui révèle la vérité du sujet ou la profondeur du moi. Et donc, on est pris ici dans une espèce de frange entre un Dieu qui se retire inexistant et un moi qui se délite parce que Robinson a effectivement du mal à reconstituer son unité. Reste sable et sur ce sable, un certain nombre de traces, de pas, notamment Vendredi, la figure de Vendredi, qui est donnée d'abord comme une écriture, parce que Robinson est obligé d'y mettre son propre pied pour s'assurer que ça n'est pas sa signature. Et que donc, du coup, oui, au fond, pour Robinson, la question de l'écriture, c'est la question de la survie, ou en tout cas, c'est un geste vital d'un papier ou d'un prototype qui est jeté à la mer, comme une bouteille à la mer, et qui sera ramassé par un destinataire supposé, mais incertain, peut-être jamais, d'une certaine manière. Et donc, c'est dans cette infinité-là, si tu veux, que j'aurais tendance à jeter mes bouteilles, un peu comme l'humanité pourrait jeter son message, enfin confier son message à une navette spatiale. La navette, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs. Est-ce que c'est Pioneer? Est-ce que c'est... je ne sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, elle est sortie du système solaire avec oui, elle n'est plus dans le système solaire, avec à son bord la 5e symphonie de Beethoven et puis un certain nombre de références de ce type-là. C'est destiné à personne, évidemment. Et je crois que c'est ça le truc. Le truc pour moi, quand j'écris un livre, c'est que j'ai le sentiment de rentrer en contact avec une forme d'absolu, au sens, oui, hegelien du terme, hein, avec un absolu qui ne peut être trouvé que par ce moyen-là et qu'on publie. Alors pourquoi le publier? C'est vrai que c'est un peu étrange, mais il me semble que le savoir absolu de Hegel, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, si elle est une bouteille jetée à la mer, elle a failli ne pas voir le jour, a néanmoins supposé un destinataire imaginaire et que c'est par ce biais-là qu'on arrive sans doute au bout, qu'on trouve la force peut-être d'aller jusqu'au bout. Bien sûr, mais tu sais bien que Hegel dit justement que faute de transcendance, ensuite, l'art en tout cas, qui n'est plus dans l'esprit objectif, n'est plus signé que par des artistes. Et les artistes signent pour eux-mêmes et en tant qu'artistes et non pas en tant qu'expression ou qu'incarnation ou réalisation de l'art. Donc c'est pour ça que je posais la question de la signature par rapport à voilà, tes résidus ou tes... Voilà, c'est ça. Sauf que Hegel, il voyait le versant comique, c'est-à-dire qu'il s'est dit, on n'écrit plus pour un dieu, voici que l'écrivain se retrouve seul comme un acteur sur la scène, il se retrouve sur la scène, et même la salle monte sur scène, et qu'au fond, il est dans la rue, l'écrivain moderne est celui qui signe rien d'autre que le rire. Ça, c'est la perspective la plus négative, disons, de Hegel. Moi, je pense qu'au contraire, la signature est, pour moi, l'expression même de quelque chose qui doit être lu à chaque instant parce qu'elle se modifie. Pour moi, enfin, ma signature en tant que telle devient de plus en plus illisible. Et donc, il y a un rapport de la signature à la lecture. On dit d'une signature, c'est une griffe. La griffe, d'ailleurs, en allemand, c'est le concept. Hein. Et il me semble, au fond, que la signature, c'est cette griffe qui me caractérise en tant que tracé cardiaque, en tant que tracé vital, en tant qu'existence, jetée dans un monde dans lequel l'écriture trouve des échappées, des souterrains, disais-je, des hypogées, des souterrains, oui, comme Kafka, enfin les terriers, et que la signature, c'est une issue. C'est une ligne de fuite, allez, c'est la ligne de fuite dont parlait Deleuze. Alors, je ne sais pas si je te réponds. Ici, absolument. Merci, Jean-Claude. Bruno. Je rebranche mon micro.
Moi aussi, je te remercie beaucoup, Jean-Claude. Dans ma bibliothèque, j'ai aussi beaucoup de livres de Derrida. Je suis aussi en train de lire les nouvelles de Philippe Cadic, mais ce n'est pas du tout comme chez toi. Chez toi, je vois que juste derrière toi, et l'un à côté de l'autre, il y a Derrida et Dick. Parce que par ordre alphabétique, ils sont proches, mais moi, ils ont beau être proches par ordre alphabétique, ils ne sont pas sur le même rayon. Mais chez toi, c'est sur le même rayon, et ça, c'est très réjouissant. Et je te remercie d'avoir, d'une part, si bien joué le jeu de notre séminaire, mais aussi d'avoir aussi illustré si parfaitement ce que François disait de toi tout au début, et tu as fait la démonstration vraiment savoureuse, je dirais, aujourd'hui. Moi, j'ai aussi une question, et une question subsidiaire, parce que j'en ai pas beaucoup de temps. Ma question, elle est encore plus directe que celle de François sur la signature. C'est-à-dire, je suis frappé que dans ton exposé, tu as été le fil conducteur de toutes tes analyses. C'est-à-dire que c'est ta propre pensée, tes propres pratiques qui t'ont aidé à te diriger dans l'ensemble des corpus et des pratiques de pensée que tu as évoquées. Et pour moi, ça fait une différence avec justement chacune de ces pensées que tu as évoquées. Les autres ne procèdent pas comme ça, ou alors rarement, ou alors accidentellement. Alors que toi, ça semble être ton fil directeur. Autrement dit, plus que là, sans poser la question de la signature, pour employer le mot de Derrida, mais simplement de l'aspect subjectif ou autobiographique de la pensée. Ça, c'est ma question massive, mais c'est une question qui m'obsède depuis longtemps. Et puis l'autre question qui est subsidiaire, c'est, je me fais l'avocat du diable, exprès pour te pousser un peu dans tes retranchements, est-ce qu'il n'y a vraiment de salut dans la pensée que dans le marginal, que dans le minoritaire? Est-ce que vraiment il faut discréditer le monument officiel, le monument, tout ce qu'il y a de plus légitime et institutionnel? Il y a beaucoup d'exemples, tu le sais. Ou alors est-ce que tu penses que tous ces monuments, toutes ces pensées qui sont quand même plus ou moins liées à l'institution et qui se transmettent dans la tradition institutionnellement aussi, ben en fait, c'est des fakes et qu'au fond, elles ont chacune son petit garage secret. Oui, alors pour te répondre, je vais procéder aussi de manière... Enfin, je vais commencer par la dernière question. C'est plus simple peut-être, oui. Le monument, moi j'aime bien les monuments, hein, et j'ai fait tout un travail sur le monument roman, l'anatomie de la basilique romane, de ses cryptes. Et justement, ce qui m'a intéressé là-dedans, avec la question du vitrail qui naît à ce moment-là, mais qui est encore extrêmement précaire. Bon, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était de voir comment le monument était là pour faire tenir debout. Un édifice, c'est bien ça, faire tenir debout, je dirais, une pensée, faire tenir debout un espace-temps. Modeler, trouver donc des techniques qui élèvent à partir d'une masse murale considérable, qui élèvent à partir d'une attraction, d'une gravité énorme. Comment se dégager, comment dégager de là, de la massivité même, de la lourdeur du monument, ça pointe. C'est ça, au fond, la ligne de fuite. C'est donc que je prenais l'exemple du chapiteau roman à un moment donné, parce que l'artiste, au Moyen-Âge, va, dans le monument, trouver moyen d'intercaler justement quelque chose qui va être porté par le monument, parce que sinon son œuvre disparaît. Et donc, il y a un couple qui se constitue entre le monument et l'œuvre, entre la structure, disons, qui donne la charpente même à l'édifice, et puis cette ligne de fuite qui permet l'élévation et qui permet de trouer d'une certaine manière aussi bien le mur par une fenêtre, c'est-à-dire par un vitrail, que de surmonter la colonne d'un chapiteau dont la topologie est complètement évasée et qui va obliger l'artiste à travailler d'une manière très nouvelle, c'est-à-dire que c'est le monument qui va le pousser vers une créativité extrêmement intéressante, et que
le chapiteau a une structure évasée et qu'il y a très peu de place pour les pieds. Et donc, l'artiste va être amené à présenter là-dessus des corps qui vont se déformer topologiquement, monstrueux, parce que la tête, il y a de la place pour les têtes, va être énorme, et les pieds vont être très très petits, réduits à des filaments parfois, enfin à des silhouettes. Et donc il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant à découvrir entre d'une part le processus monumental et d'autre part le processus créateur de celui qui cherche dans le monument un endroit, un espace particulier qu'on ne voit pas finalement, parce que quand tu sais que tous les chapiteaux ne sont pas historiés et qu'un chapiteau non historié fait son office et que le monument reste le monument sans ça. Il y a 10 000 exemples. Oui, c'est-à-dire que le chapiteau en tant que tel est un objet qui est tout à fait intercalaire, intermédiaire entre la colonne d'une part et la voûte. Hein. Donc, c'est quelque chose sur quoi porte la tension même de la terre et du plafond céleste, de la voûte. Hein. C'est là que ça se passe et c'est là que l'artiste va pouvoir, de manière anonyme, parce que ce n'est pas signé, il va pouvoir s'exprimer selon des formes monstrueuses, extrêmement monstrueuses. Et puis, il y a le tympan à l'entrée de l'édifice. Le portique des stoïciens, finalement, c'est là qu'advient l'événement, c'est là qu'il se produit. C'est à l'abri de cette monumentalité même qu'est donné ce couloir, enfin ce couloir dont Ridley Scott dans Prometheus, dans Prometheus réalise une séquence tout à fait géniale. C'est dans ce couloir-là que c'est inscrit toute trace, enfin c'est inscrit toute trace, toute empreinte, la silhouette même, la survivance se produit là-dedans dans le couloir, dans cette aire dont je parlais à propos de Maupassant, qui surexiste et qui donne lieu à des formes spectrales, fantomatiques, etc. etc. Donc oui, pour te répondre. Aux autres questions, Jean-Claire. Oui. Frédéric. D'accord, donc j'ai répondu. Oui. Merci beaucoup. Et je te remercie pour la question. C'était très bien comme idée, d'autant que j'avais pas l'occasion de développer cette question du chapiteau et de la monumentalité. Frédéric. C'est à toi. La question recoupe un petit peu celle de Bruno. Au fond, vous avez fait une démonstration magistrale en prenant le parcours de vos écrits pour montrer qu'au fond, l'écriture de la pensée, c'est un peu un art d'accommoder les restes, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans des défaillances, dans des failles, dans des trouées, dans des scories. Et soit dans des scories ou des trouées qui sont la pensée des autres, soit vous avez évoqué aussi l'œuvre qu'on n'écrit pas et qui est quelque sorte toujours repoussée comme un horizon et qui permet d'écrire autre chose, donc qui est tout de même une façon d'écrire ce qu'on n'a pas pu écrire. Et on est un certain nombre ici peut-être à se trimballer avec devant soi des œuvres qu'on pousse comme ça, qui ne sont jamais écrites et qui en même temps soit nous condamnent à l'impuissance, soit, dans votre cas, par exemple, à une écriture qui est magistrale. Mais moi, j'aimerais peut-être réhabiliter, je dirais, et c'est là que je rejoins Bruno, non pas le monument, mais ce qui fait que, au fond, toutes les grandes pensées, non pas les pensées qui se construisent dans la défaillance et les failles, mais les pensées qui se construisent dans une sorte de surrection parousique de la pensée, en fait, elles se construisent sur leur propre ruine. Au fond, il n'y a pas de philosophie qui soit indemne d'elle-même. Et donc, le retour des failles, le retour des défaillances, il est constant au sein même des grandes pensées. Et je crois il y a aussi cette espèce de chaque pensée vraiment puissante est envahie par le sentiment de sa propre imposture. Donc, il y a peut-être une autre façon de traiter les monuments qui serait non plus en quelque sorte la monumentalité officielle. Par exemple, vous avez dit ma thèse était bon, mais justement, une thèse n'est pas une œuvre en quelque sorte de pensée au sens propre. Mais il existe partout autour de nous des pensées qui se sont fait œuvre, et dans ces pensées qui se sont fait œuvre, eh bien, on n'est pas obligé nous-mêmes, je dirais, d'aller chercher les failles, les défaillances, parce que je dirais que le retour de l'impensé dans les pensées, ben, il fait œuvre. Il fait que ces œuvres, justement, ont une certaine puissance. Il me semble que ce qui fait qu'une pensée est une pensée forte, Nietzsche, Hegel, Bergson, peu importe, ou Sartre, eh bien, c'est précisément le retour de sa propre impuissance au sein de ce qui l'a fait puissante. Enfin bon, j'arrête là.
Oui, oui, oui. Non, non, mais ce qui est très juste, c'est que j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus d'ailleurs, mais dans les textes que j'ai écrits, il ne s'agit pas souvent de moi, il s'agit très souvent d'un autre. Hegel, Aristote, j'ai fait un gros travail autour d'Aristote. Donc, du coup, pourquoi écrire avec ces autres-là, qui sont des classiques, si je puis dire, et que viennent-ils faire dans ma propre écriture? Est-ce que ce sont simplement, pardon, des ruines, des failles, des moments de défaillance? Est-ce que je ne peux que trouver ici, quelque part, une rature, une espèce de vortex qui nous conduirait enfin vers la révélation de l'autre avec un grand A. Alors, c'est pas tellement de cette manière-là que je procède. Au contraire, je trouve euh, euh, précisément dans ce recours à la tradition de grands philosophes, une véritable amitié philosophique des interlocuteurs ou des précurseurs qui sont indispensables à ma propre pensée. Et dans ce sens-là, c'est très rarement que je parle de moi-même. Et donc, mais en même temps, je crois que ce qui m'a intéressé toujours, ce sont des auteurs qui ont connu un certain enfer. Pour moi, le philosophe qui me parle, mais c'est aussi lié à des conditions d'existence, bien sûr. Hein. Je ne suis pas, moi, dans mes conditions d'existence, il faut bien reconnaître, je ne suis pas universitaire, par exemple. Hein. Donc, il y a chez moi un rapport à l'institution qui remonte à l'enfance, donc je ne vais pas ici reprendre tout le trajet, mais un rapport à l'institution pardon, qui suppose qu'il y a quelque part davantage d'intérêt pour moi dans ces figures de la pensée, ces figures de la pensée qui ont affronté le pire. Et donc, ce sont même, dans le cas de Leibniz, par exemple, ça son opposition à Newton, sa très grande souffrance par rapport au succès éminent de la physique de Newton, à laquelle pardon, on va attribuer la paternité du calcul infinitésimal ou du calcul intégral, Leibniz va, lui, en souffrir de ça. Et voilà, la chose, moi, qui m'intéresse, c'est pas tant le Leibniz politicien, le Leibniz stratège, le Leibniz qui est capable de s'inscrire dans la société des salons de son temps, mais c'est celui qui échoue devant Newton. Et c'est là qu'il se révèle en tant que Leibniz. C'est aussi le Leibniz qui rencontre Spinoza dans un moment assez invraisemblable où il y a tout un échange sur la question de la puissance, justement, que vous évoquiez à l'instant. Et ce sont dans ces ruines-là, d'une certaine manière, oui, qu'on peut faire ressurgir une monumentalité qui est celle que toute architecture connaît et qui consiste à reprendre des fragments architecturaux, à reprendre des briques d'un monde qui vient de s'effondrer pardon, pour en construire un autre. Donc, je voudrais simplement dire que je ne me sens pas par rapport à l'université non plus comme quelqu'un qui se voit dans l'obligation de critiquer à tout prix les grands travaux je trouve très bien Hippolyte, par exemple, son livre sur Hegel, où ce sont de grands noms de la philosophie pour moi. Merci Jean-Claude. Question de Max. Bon, juste quelques mots pour dire d'abord l'amitié que j'ai pour Jean-Claude, le fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter, le fait que je l'ai imaginé devant ses élèves à Altkirch, tous ces adolescents-là qui étaient ces Robinson qui sont là en solitaire en train d'attendre quelque chose. Et j'ai imaginé que Jean-Claude n'arrivait pas comme vendredi, mais arrivait comme quelqu'un qui respectait très probablement, étant donné ce qu'il écrit, ses élèves, qui leur apportait sa façon à lui qu'il a eu de s'échapper. Et je pensais aussi qu'à leur âge, Jean-Claude, tu me diras si je me trompe, Jean-Claude,
Oui. il était dans la forêt, lui aussi. C'est-à-dire qu'il ne suivait pas les traces habituelles de la préparation du bac qu'il préparait dans la forêt. Et dans ses premiers mots de son exposé, il a parlé aussi d'écrire sur les arbres, d'écrire entre l'écorce des arbres et le bois. Enfin, tout ça, c'est des impressions comme ça qui m'ont paru vraiment très fortes de ce que Jean Clay exprime. Donc, il apporte quelque chose à des adolescents et c'est quelque chose que la philosophie n'enfermera pas, qu'il ouvre. Car en fait, beaucoup de ce qu'il écrit, finalement, c'est le roi de l'évasion, Jean Clay, comme Houdini, qui était le roi de l'évasion. C'est-à-dire qu'il lit, il s'imprègne, il comprend jusqu'au fond, mais il arrive à s'échapper, à ne pas répéter académiquement toujours la même chose. Bon, ben voilà. Mais je voudrais terminer juste en citant un truc que j'ai retrouvé dans la préface que François Ludelmann avait consacrée au corps de l'empreinte. Juste ces mots qui définissent, je trouve, merveilleusement ce qu'écrit Jean Clay et que ce sont des mots de François Ludelmann, les tressages joyeux de la vie. Quand j'ai lu cette préface, j'ai trouvé ça merveilleux. Voilà, c'est tout. Merci Max, merci, c'est très gentil à toi de me rappeler à mes arbres. Oui, oui. D'ailleurs, et mes élèves aussi, maintenant, je ne vais pas sombrer dans le pathos comment dire, de celui qui va devoir s'arrêter d'enseigner un moment. Enfin, c'est vrai que ça va être difficile hein, pour moi, la retraite prendre ma retraite et ne plus pouvoir faire cours, ça va être une opération tout à fait cruelle. Et parce que peut-être il y avait en effet pour moi dans l'idée même de ce que c'est qu'un cours en lycée, le cours du lycée en tant que leçon conceptuelle, quelque chose qui relève de l'évasion. C'est que tu l'as très justement dit. Oui, c'est vrai que c'est une formule qui me plaît bien. Je crois que s'évader, ligne de fuite, s'évader, bon, mais en même temps ça voudrait dire aussi que toute les systèmes me posent un problème. Ça rejoint un peu toutes les questions qui m'ont été posées par Bruno et par Frédéric. La question bon, du monument, pourquoi on échapperait forcément au monument enfin, pourquoi est-ce on ne pourrait envisager que la ligne de fuite, le ratage, tout ce qu'on reproche en fait à Derrida et au postmoderne en tant que tel. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler d'ailleurs. Mais enfin, oui, donc si tu veux, l'évasion, c'est une figure qui caractérise incontestablement toute mon écriture, mais la question qui se pose à moi, c'est aussi évasion vers quoi? Parce que être sur le chemin, être au milieu, être sur le sentier, toujours au milieu, comme dirait Deleuze, bon, ça marche, bien sûr, mais à un moment, on est quand même, on est pris chacun par l'exigence de retrouver dans le fil qu'on jette, dans la ligne qu'on lance, quelque part un support, quelque part une surface sur laquelle adhérer et non pas simplement s'installer, mais un lieu en tout cas. Alors je pense qu'au fond, le livre que j'ai fait sur Aristote, c'était justement ça. C'était toute ma lecture de la physique d'Aristote, la question du lieu. Et c'est vraiment, je crois, avec l'évasion dont tu parles, le centre décentré, c'est vrai, peut-être de ce que j'écris, c'est cette question du lieu dans lequel toute éclosion est possible. Il ne peut y avoir d'éclosion que s'il y a un lieu. Et l'évasion, c'est ça. Donc, une évasion vers un lieu qui pour moi, est entièrement la philosophie, quoi. Enfin, c'est le concept, c'est la philosophie, c'est la traduction de Hegel actuellement.
c'est une lecture du savoir absolu dans un sens où l'absolu est dissolu, bien sûr, et dans tout le jeu, tout le jeu qu'il peut y avoir entre absolution et dissolution, donc, et qu'on retrouve évidemment chez Hegel, pas dans les traductions françaises, bien sûr, mais lorsqu'on lit le texte allemand. Voilà, donc si tu veux, il y a, oui, la nécessité de vivre. Enfin, je vis. La philosophie, c'est vrai que c'est... et Derrida finit d'ailleurs là-dessus, hein, sur la question de la vie. Deleuze aussi, c'est pour nous tous une forme, un mode d'existence, pour reprendre ici une expression de Souriau. Merci Jean-Claude. Je suis désolé. Juste un mot. Est-ce que je peux répondre juste un mot? À couper. Je suis désolé, mais Ensuite, je voulais faire une citation de Deleuze à Jean-Claude. Si elle dure 1 minute, ça va, parce que sinon tu seras coupé. Voilà ce que Deleuze dit. Je suis enchanté de le citer à Jean-Claude. C'est toujours sur une ligne de fuite qu'on crée parce qu'on y trace du réel. Fuir, mais en fuyant, chercher une arme. Deleuze. Oui, c'est ça. Il faut bien des armes. La philosophie comme un art martial, finalement. Oui, voilà. Oui. Je m'accroche à mon sabre. Enfin, je ne sais pas comment on dit, au katana, c'est ça, non? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais plus. Merci beaucoup Jean-Claude, merci à tous et à toutes. Donc, on vous donne, Bruno et moi, rendez-vous le 9 avril et nous recevrons Mathilde Vallespire. Merci à vous. Merci. Merci encore Jean-Claude. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Jean-Claude, merci encore. Au revoir.